Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, mes amis, le dernier SmackDown avant le Royal Rumble s'est passé. Oh oui, et demain, ou plutôt ce soir, je devrais-je dire, ce soir, le temps attendu PLE Royal Rumble aura lieu depuis Indianapolis en Indiana. Alors, mes amis, oh oui, c'est confirmé à minuit. Si je dis pas de bêtises, c'est à minuit. Oui, c'est 6 p.m. en heure de Eastern Time, l'heure de l'Est aux États-Unis. Donc il y a 6 heures de différence. Donc mes amis, minuit en direct sur YouTube. Oh oui, on fera la review. Alors c'est même pas faire une review, on va regarder en live le Rumble. Donc je vous invite à participer à ce live. C'est une première, c'est une toute première. Hein. Je veux dire, ça fait littéralement août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 6 mois. Pour les 6 mois de la chaîne et les 6 mois de reprise des vidéos YouTube, notamment Accès Catch, des TLR Reviews, oh oui, eh bien on fera pour la première fois un PLE regardez en direct. Oh oui, sur YouTube. Mais avant ça, mes amis, nous avons eu WWE SmackDown du 31 janvier 2025. Et le show commence, alors ça me fait rêver, avec Pat McAfee qui a sa propre entrée. Alors, au début je comprenais pas trop, mais en fait il explique très clairement que c'est entre autres grâce à lui que la WWE, ou plutôt que Indianapolis, accueille la WWE pour le Royal Rumble et cette édition de SmackDown la veille. Oh oui. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que on a eu beaucoup de débats ces dernières semaines, notamment sur Logan Paul. Est-ce que sa place est justifiée? Est-ce que son salaire, qui, comme vous me l'avez dit dans les commentaires, en fait les 250 millions qu'il a demandé, c'est uniquement si la WWE ne le laissait pas faire son combat contre Jake Paul, c'est ça? C'est Jake Paul, ses frères contre frères? Non, Conor McGregor, pardon. Conor McGregor. Et alors là, c'est totalement logique. Là, on peut critiquer Logan Paul autant qu'on veut, mais si la WWE l'empêche ou lui interdit de gagner autant que ce que lui rapporterait ce match, je comprends qu'ils disent écoutez, moi il n'y a pas de problème, je le fais pas, mais dans ce cas-là, vous me donnez l'argent. Ah, c'est totalement logique. Donc ouais, dans ces cas-là, ça s'explique et c'est beaucoup plus compréhensible. Maintenant, je vois pas pourquoi. Alors, c'est bête à dire, mais surtout comparé du point de vue d'un catcheur comme moi et de solidarité de catcheur, mais je comprendrais pas pourquoi la WWE lui interdirait de faire ça. Parce que les yeux que ça ramènerait sur Logan Paul et donc sur le produit WWE seraient énormes. D'un point de vue business, ils n'ont aucun intérêt à lui interdire de le faire. Parce qu'on n'est plus à l'époque Vince. On n'est plus à l'époque Vince où les gens, Vince interdisait à ses catcheurs d'être vus ou ne serait-ce que de mentionner la concurrence. Là, c'est un monde et un business différent. Donc, je ne vois pas la WWE interdire à Logan Paul de faire ce match. D'autant plus que voilà, tout le monde est gagnant. Bien évidemment, Logan Paul, s'il se fait vraiment 250 millions pour juste un match. C'est un truc de fou. Quand on pense à ça, à l'échelle des grandeurs de ce genre d'argent, oh oui. Et donc bref, en parlant donc de Logan Paul, on a Pat McAfee. Pat McAfee qui, je trouve quand même, est moyen au commentaire. Il n'est pas exceptionnel. Il est très moyen. En fait, il est plus là pour être excité qu'autre chose. Alors ok, c'est peut-être son style de commentaire. Ok, il rapporte beaucoup de vues et d'argent dans un sens à la WWE. Mais au niveau commentaire, peut mieux faire. Hein. Peut largement mieux faire. Maintenant, je pense que Pat McAfee a compris, et c'est ça qui me fait souvent réfléchir, c'est que la WWE et surtout son public, c'est une mine d'or. Mes amis, c'est une mine d'or. Pourquoi? Parce que le nombre déjà de fans de la WWE est gigantesque. Ça se compte peut-être pas en milliards, mais en centaines de millions à travers toute la planète. Et surtout, la passion des fans de WWE est inégalée. Inégalée, je pense, dans le monde, sincèrement. Et parti de là, non seulement vous avez accès à une fanbase qui est gigantesque, et en plus, et c'est ça qui est magique avec le catch, c'est que le contenu est perpétuel. Toutes les semaines, il y a du nouveau. Toutes les semaines, il y a un nouveau show. Pardon, pas un nouveau show, il y en a 4 ou 5. C'est constamment de l'actualité pour alimenter vos réseaux sociaux. Donc un mec comme Pat McAfee, en effet, a tout à gagner à s'associer à la WWE et à l'univers de la WWE, le public de la WWE, pour faire non seulement grossir son business à lui de son côté, mais également diverger et avoir une nouvelle avenue dans laquelle il peut faire du business. Oh oui.
Par contre, là où je reconnais quand même, c'est qu'on sent quand même qu'il est vraiment passionné par le catch et qu'il aime ça. Donc là, bel esprit, respect. Et je comprends totalement pourquoi il s'est investi autant avec la WWE et pourquoi, bon, pour faire simple, il suce autant les boules de la WWE. Parce que ça lui rapporte, je pense, énormément d'argent et je pense que ça rapporte quand même un peu à la WWE. Oh oui, n'en déplaise à Corey Graves. Bon les amis, on commence avec une promo dans le ring de Kevin Owens et de Joe Tessitore. Et là, mes amis, je vous le dis tout de suite, j'ai déjà dit, mais là, je commence à aimer de plus en plus Joe Tessitore. Il est excellent dans son rôle. Il a le ton de sa voix et son professionnalisme dans le personnage, c'est parfait. C'est ça, je vous redis, ça, moi, ça me rappelle Minjin Okerlund. C'est un renvoi old school aux intervieweurs des années 80. Bel esprit. Et alors encore plus bel esprit, c'est Kevin Owens qui dans cette promo décroche sa ceinture de l'anneau qui sera au-dessus du ring. et voilà, il se barre avec. Bon alors attention. Mais en fait là, franchement, je l'avais même pas écrit dans les notes, mais je viens d'y penser. Deux choses. Bon, c'est bel esprit parce que franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas que Owens dise, c'est quoi, je reprends ma ceinture, elle a rien à foutre là, et il se barre avec. Bel esprit. Maintenant, vous savez pourquoi c'est, je viens de penser à un truc, je me dis, en fait, au final, c'est logique. C'est beaucoup plus logique d'avoir qu'une seule ceinture suspendue au-dessus du ring, parce que c'est littéralement relou et impossible de décrocher les deux en même temps quand vous êtes au sommet d'une échelle. Donc, je pense pour que les choses soient plus simples, notamment demain pour le match, il y a peut-être eu un débat, est-ce qu'on laisse les deux ceintures ou c'est pas mieux d'en avoir qu'une seule? Parce que c'est beaucoup plus visuel et plus facile pour les catcheurs de raconter une histoire avec une seule ceinture à détacher. Comme ça, au moins, c'est dès que la ceinture est détachée, ding ding ding, on a un vainqueur. Parce que s'il faut détacher les deux pour gagner, ben ouais, c'est genre ça n'aboutirait pas parce que imaginez que Owens en détache une et Cody Rhodes en détache l'autre, ben en fait, retour à la case 0, on sait pas qui a gagné. Donc non, en fait, maintenant, franchement, en faisant la review, je me suis rendu compte tout seul pourquoi ils ont pris cette décision. C'est totalement logique, au final, de n'avoir qu'une seule ceinture suspendue au-dessus du ring. Oh oui. Et suite à ça, CM Punk arrive, et j'allais dire pas comme à son habitude à lui, mais comme à l'habitude de la WWE ces dernières semaines, CM Punk chiasse littéralement sur le brand split. Le mec est à Raw, il se ramène à SmackDown comme ça sans prévenir. Ok, vas-y frérot, fais ce que tu veux. Punk s'excuse d'avoir laissé sous-entendre que Kevin Owens ne gagnerait pas son match de la leader demain au Rumble. Leader match de la leader. C'est comme ça qu'on appelait les matchs à échelle avec, avec Marcus, aussi bien à NXT qu'à Impact. Le leader match, le match de la leader. Parce que souvent d'ailleurs, en plus, c'est des matchs qui sont, j'allais dire, pas très beaux. Les chutes sont pas belles ni agréables à prendre. J'en ai fait combien dans ma carrière? 2 ou 3. C'est vraiment pas marrant un match à échelle. En Turquie, j'avais fait un TLC match. Ouh, je l'ai senti passer, surtout le powerbomb sur l'échelle dans le coin. Et après on avait fait un match à Impact, un Ascension to Hell Ladder match que on verra dans une Taylor Stories, mes amis. Oh oui, et je pense que vous allez la kiffer cette Taylor Story, vous allez l'adorer parce que je pense que ça va être une des plus loufoques. Ouais, j'en dis pas plus. Vous le verrez, Taylor Stories, mes matchs à Impact. Oh oui. Donc Kevin Owens est excellent dans son rôle de heel. Il est excellent dans son rôle de heel et il a su parce que maintenant ça dure depuis plusieurs semaines, mais il a su donner un adversaire de taille à Cody Rhodes qui en avait vraiment salement besoin. Oh oui. Punk, lui aussi, est toujours excellent au micro, surtout quand il faut être sérieux. Et je pense que ce segment, c'est surtout pour construire un peu d'intérêt dans le match à échelle de demain. Parce que jusqu'à présent, tout était fait pour faire mousser Cody Rhodes et surtout le faire mousser lui en tant que vainqueur. Alors, très sincèrement, je pense quand même que Cody Rhodes va gagner, même avec ce segment. Mais bon, c'est vrai que le booking a été très mal équilibré vis-à-vis de ce match à échelle, mes amis. Oh oui. Ensuite, on a un singles match entre Jimmy Uso et Carmelo Hayes. Bonne petite promo qui passe très bien avec Carmelo Hayes avant le match. Un match qui commence en baston direct. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs lors de ce SmackDown. De magnifiques enchaînements et de belles prises. Un superbe match et une victoire pour Jimmy Uso. Oh oui. Carmelo continue à construire de l'équité, comme on dit dans le business. C'est-à-dire, chaque semaine, le mec, il délivre. Chaque semaine, il fait des matchs de ouf. Chaque semaine, il s'adapte à ses adversaires. Chaque semaine, il fait des matchs et des styles différents. Oh oui. C'est comme ça, comme je disais, qu'on construit de l'équité dans le business et que surtout, on montre que, ok, lui, on va pouvoir compter sur lui à tous les niveaux. Un jour, il sera récompensé, il aura un gros titre ou un gros règne. Oh oui, bel esprit. Carmelo Hayes, c'est vraiment la définition. Alors, il fait pas 2 mètres de haut, mais c'est la définition du catcheur pour moi. Le mec, il aime le business, il a un physique, il sait parler et il sait s'adapter à ses adversaires. Oh oui. Je me rappelle un jeune Tom Larufa.
Women's Championship, US Championship match entre Chelsea Green et Michin. Alors les amis, je vous le dis tout de suite, c'est un truc de ouf. Parce que bon, je regardais le show en x2, un classique. Et quand je repasse en x1 maintenant, c'est limite insultant. La lenteur avec laquelle certains talents bougent. C'est un truc de ouf. Je suis tellement habitué à regarder le catch en x2 maintenant que là, par exemple, j'ai remis en x1 pour voir le problème de timing sur le plongeon de Michin. Je pense qu'on a tous vu. Et waouh, je sais pas si c'est propre à Michin et à Chelsea Green, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle bouge lentement. J'en reviens pas à quel point elles sont lentes dans le ring. C'est pas, enfin, j'allais dire, c'est pas une critique. Oui, c'est une critique dans un sens. Et mais c'est, je comprends pas. Je sais pas. Est-ce que c'est mon cerveau maintenant qui est habitué à mater le catch en x2 et quand je repasse en x1, c'est limite je peux pas en fait. Il faut que je mate en 1.5. Je sais pas. C'est vraiment très étrange. Hein. Je suis très curieux. Vous savez, j'analyse tout. Je suis très curieux de voir un peu à quoi c'est dû. Et bref. Et d'ailleurs, bon, donc en parlant de Michin, c'est pas trop par rapport au fait qu'elle bouge lentement, mais je comprends pas son push en fait. Je comprends pas pourquoi on la met autant en avant à SmackDown. Je dis pas qu'elle le mérite pas du tout. Et je dis pas que je l'ai connue à Impact, hein, elle est adorable comme meuf. Mais en fait, je pars du principe que, bon, tant mieux pour elle qu'elle ait ce push, d'accord. Mais il y a tellement plus de talent qui serait capable de mieux se démarquer et mieux connecter avec la foule, ne serait-ce qu'à NXT par exemple. Prenez Lola Vice, prenez Jada Parker, prenez Nikita Lyons, elle revient de blessure et ils ont pas trop pour l'instant fait quelque chose avec elle de ce que j'ai vu récemment. Fallon Henley, Roxanne Perez, même Gigi Dolin, etc. Je comprends pas. Michin, je sais pas pourquoi il la met autant en avant. Je sais pas. Alors qu'ils ont toutes ces catcheuses exceptionnelles à NXT. Enfin bref mes amis, elle gagne le match par disqualification après que Chelsea utilise le kendo stick sur elle et par conséquent garde son titre américain. Oh oui, je pense que la feud va continuer. Mais comme je vous le dis, c'est pas la feud qui me passionne le plus mes amis. Ensuite on a une promo dans le ring de Damien Prêtre. Damien le Prêtre est là pour annoncer la couleur à SmackDown et lui aussi il annonce qu'il va gagner le Rumble. Alors comme je vous l'ai dit lors de la dernière review de Raw, tout le monde va gagner le Rumble, et bien ajoutons à la liste Damien Prêtre. Mais cela ne fait qu'amener Jacob Fatu sur le ring avec Tama Tonga. Ça sent la bonne feud. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, c'est super d'avoir des babyface qui sont bookés et qui agissent comme si c'était Superman, genre Rhea Ralenti ou Damien Prêtre. Mais face à eux, il faut des heels qui tiennent la route. Et Jacob Fatu, oh oui. Jacob Fatu tiendrait la route contre n'importe qui, je pense. Même contre l'Undertaker. Ou même contre Kane. Et donc, tout ça pour dire, l'importance de construire de bons heels, c'est vital dans le business. Si vous n'avez pas des bons heels, et quand je dis des bons heels, c'est pas juste des mecs qui sont hués. Je parle de catcheurs qui imposent, qui sont des menaces crédibles et qui ont une intensité que vous ne trouvez pas ou trouvez très rarement. Jacob Fatu remplit toutes les cases et face à Damien Prêtre, ça serait une excellente feud. Parce qu'on pourrait vraiment penser et croire que Damien Prêtre est en difficulté et a des chances de se faire exploser. Et c'est ce qu'on a besoin pour un babyface. On a besoin de croire qu'il ne pourra pas s'en sortir. Parce que si on n'achète pas une seule seconde que le babyface peut être en danger, il n'y a aucune histoire. Il n'y a aucune histoire et surtout le babyface, on va s'en battre les steaks. Parce qu'on se soucie d'un babyface quand il est en danger, quand il est en galère, quand il a besoin de nos encouragements. Si le babyface est au sommet de la montagne, on fait ok cool, c'est bien, super, ok allez, next, qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut qu'il y ait ce besoin de voir le babyface gagner ou survivre. Et avec Jacob Fatu, je pense que tout le monde risque, il risque beaucoup, et donc tout le monde a besoin de survivre face à Jacob Fatu. Oh oui. D'ailleurs, le problème de Jacob Fatu, c'est qu'il est excellent. Il est même trop bon dans son intensité, encore plus maintenant qu'on le voit parler au micro. Jacob Fatu, ça va être dur de le voir 100% heal, parce qu'il est tellement unique et il est tellement bon dans tout ce qu'il fait. Je sais pas, à voir. À moins qu'on lui mette un manager que les gens détestent. Ah ouais, là si vous lui mettez un manager que les gens détestent, comme à l'époque Umaga avait Armando Estrada, c'est ça, c'est Armando Alejandro Estrada. Ben en fait Umaga, ouais, il se faisait pas acclamer parce que son manager faisait le job pour lui. Donc là ouais, à voir. À voir mes amis, à voir. Donc ce segment passe sa part en baston. Et Jacob Fatu et Tama Tonga prennent l'avantage. Et là, LA Knight vient aider Damien. Le chevalier vient aider le prêtre.
Alors mes amis, est-ce qu'on est passé, on a fait un voyage dans le temps, est-ce qu'on est allé au temps des Templiers où les chevaliers étaient aussi des prêtres? Je sais pas, il faut me dire. Mais j'étais très fier de ma figure de style pour la fin de ce segment. Le chevalier vient aider le prêtre. Oh oui, hashtag Templier. Ah ou bel esprit. Ensuite mes amis, on a un 8-man tag team match avec beaucoup de corps humains dans ce match. Hein. J'ai même pas noté toutes les équipes. Alors mes amis, très bonne chose que dans ce match, en tout cas Los Garza, et pas Los Garzas, soit babyface. Parce qu'au moins ils vont pouvoir faire toute leur voltige avec du sens. Parce que c'est bidon de faire de la voltige si t'es un heal, hein, tu vas te faire acclamer. Donc voilà. Même s'ils ont toujours pas de matching gear, c'est-à-dire d'habits adaptés à l'un à l'autre, qui se ressemblent. Et là les petits coquinous ils m'ont fait mentir. Parce que j'ai écrit ça au début du match. Et puis ils m'ont fait mentir. J'ai explosé de rire quand en cours de match, Angel retire son pantalon blanc et révèle qu'en dessous il a le même slip que son partenaire. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Le petit coquinou doit regarder les TL Reviews. Oh oui, oh oui. Ciampa est une des raisons pour laquelle je pense sincèrement que je ne vais pas me raser le crâne avant pas mal de temps. Parce que si je me rase le crâne, si je me re-rase le crâne, on aura exactement la même tronche. Alors il a un peu plus de blanc dans sa barbe quand même, je sais pas ce qui se passe. D'ailleurs je crois qu'il a mon âge. Hein. Je crois qu'il a mon âge, Ciampa. Attendez, on va regarder. Ciampa WWE. Alors, Ciampa WWE, il est né. Ah non, il est en 85. Il a un an de moins. Donc le 8 mai 85, ben moi le 4 mai 84. Ok, d'accord. Bon, alors attendez, les gars, expliquez-moi. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Mais il a un an de moins que moi, il a la barbe littéralement toute grise. Moi, je ne la teins plus. Ah, je vais peut-être la reteindre, un de ces quatre, je sais pas, je vais voir. Mais ça va, j'ai pas trop de gris encore. Surtout là, parce qu'en fait, le bouc pousse depuis que je suis en quatrième. Depuis que j'ai... quatrième, c'était 98, depuis que j'ai 13-14 ans, quoi. À 13-14 ans, j'avais déjà le bouc, enfin, en tout cas, au menton, quoi, tu vois. Donc, bon, ouais, je pense que c'est pour ça qu'il y a le plus de poils blancs au menton. Mais c'est stylé, oh oui, bel esprit. Et, ouais, donc voilà, j'aime beaucoup son look. Moi, j'aimais très beaucoup avoir le crâne rasé, mais pour l'instant, ça ne risque pas d'arriver. D'ailleurs, le dernier qui a essayé de me raser le crâne, on a tous vu comment ça s'est terminé, hein. Les Mexicains partent en cours de match, mais cela n'empêche pas Motor City Machine Gun de gagner sur un roll-up surprise. Oh oui. Alors pendant le show, on a eu beaucoup de promotions, hein. Il y a eu beaucoup de clips, il y a eu beaucoup de trucs. J'ai mis littéralement avance rapide quand ils ont fait venir le basketteur là, pour l'interviewer, parce que ça m'intéresse absolument pas, d'autant plus qu'en plus, aucun heel n'est venu lui couper la parole. Du temps d'antenne perdu pour des catcheurs ou des catcheuses qui en auraient bien besoin. Après ça, on a un singles match entre Naomi et Liv Morgan. Bon, rien à dire sur ce match, hein. Victoire de Naomi. Les deux catcheuses sont bien données. C'est pas une feud qui me passionne entre Liv Morgan et Raquel contre Naomi et Bianca Belair. Ouais, sans plus. Enfin, sans plus. Bon match, mais voilà, rien de spécial à dire, mes amis. Ensuite, un autre singles match entre The Miz et Andrade. Et le pauvre Andrade doit vraiment se languir de Carmelo. Parce que autant quand j'ai commencé les reviews, lui toutes les semaines ils avaient limite un match de PLE, un match de ouf. Là le mec enfin bon après c'est The Miz, attention, bel esprit à sa carrière, mais le mec il catch en solo contre The Miz dans un match booké au dernier moment. Ouais. Mais ça en dit beaucoup quand même sur la richesse du roster de la WWE. Parce que quand vous avez un gars comme Andrade qui passe littéralement aux oubliettes, c'est que vraiment vous avez de très gros catcheurs sur votre roster. D'ailleurs, en parlant d'oubliettes, mes amis, pouvez-vous me dire où est Shinsuke Nakamura? Je sais pas. Peut-être, j'imagine qu'on va le voir dans le Rumble, il va sûrement pas gagner, c'est quasiment sûr. Mais bon, c'est un truc de ouf qu'un catcheur comme Nakamura, qui est en plus champion américain, bah on ne l'a pas vu depuis plusieurs semaines à SmackDown. Alors, à moins que je me trompe, ou alors à moins que la version que j'ai regardée sur Watch Wrestling, ils ont encore fait une énième vignette, et voilà. Mais ouais, j'ai presque envie de dire, est-ce que où est le titre de la review va être où est Nakamura? Je sais pas. À voir, mes amis. Bon, je vous le dis, je vous rassure hein, quand même. On va même plus oser parler de Giovanni Vinci. Hein. Je pense que là maintenant c'est officiel. Autant on a le clan des Serpillères, autant maintenant on a le gang des oubliettes, hein, ceux qui vont aux oubliettes et qu'on revoit jamais. Giovanni Vinci, lui c'est le haut prêtre, c'est le haut sorcier du clan des oubliettes. Non, des oubliettes tout court. En fait, il y a les oubliettes, il y a le business de WWE, et après, au sous-sol, il y a les oubliettes. Et en fait, dans cet univers souterrain, d'ailleurs, j'en ai une bonne. Bon, bref, dans cet univers souterrain, le haut sorcier, c'est Giovanni Vinci.
Pour ceux qui s'y connaissent un peu, en fait, Giovanni Vinci, là-bas, sous terre, il est comme Papa Shango. C'est-à-dire, il a un maquillage de tête de mort sur son visage, il a un haut de forme, un peu à la Abraham Lincoln, il a un long manteau noir et il a un sceptre. Les amis, si vous avez la ref, vous savez. Parce que ça, vous croyez-moi, il faut regarder des bons trucs bien solides pour voir un peu du genre de personne dont je parle, avec exactement le look de Papa Shango. D'ailleurs, ça montre que déjà à l'époque, le symbolisme était très présent dans le catch. Ensuite, d'ailleurs, donc comme je disais, aucun rapport avec ce dont je viens de... aucun rapport avec SmackDown. Joe Rogan, il a eu récemment 2 autres lanceurs d'alerte OVNI sur son podcast qui ont été mis en avant sur The Program, qui est un film de Jamie Foxx, je crois, qui avait fait un superbe documentaire que j'ai regardé sur l'incident de Varginha au Brésil, qui est le Roswell brésilien. Ouh, j'ai regardé le podcast entier, oh c'est énorme. Pour la première fois, non pas pour la première fois, mais le mec confirme. Alors après, attention, Joe Rogan, il fait toujours le mec genre oui, j'y crois sans y croire, alors qu'on sait tous qu'il y croit. Enfin, je pense, quasiment sûr. Pour la première fois dans l'histoire de Joe Rogan, il y a, enfin, pas la première fois, mais bon, pour faire bref, ce lanceur d'alerte qui est un ancien mec de l'aviation américaine, qui s'appelle Jason Sands. Ouais, Jason Sands, je crois. Énorme. Le truc, il est énorme. Si vous comprenez l'anglais, allez regarder ce podcast. D'ailleurs, ça me fait rêver. Les deux gars, ils ressemblent aux Dudley Boys. Il y a un gros black. Alors lui, le gros black, il est quoi? Je crois qu'il... Lui, il récolte les données, il les analyse de ses lanceurs d'alerte. Et à côté, il y a Jason Sen. En fait, on dirait les Dudley Boys. Les deux, ensemble, on dirait les Dudley Boys, mais genre avec 20 ans de plus. Bel esprit. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les commentaires, moi, je lis toujours un peu les commentaires sur YouTube. Enfin, les vôtres, je les lis tous. Ça, je vous le lis tout de suite. Dès que je mets le petit cœur, c'est qu'il a été lu. Au moins comme ça vous savez. Mais dans les commentaires de ce podcast, il y a un moment il y a un gars qui dit Devon, get the tables, et j'ai explosé de rire parce que c'est exactement ça. Et donc bref, ça pour dire, ce gars-là, donc Jason Sands, qui a été dans l'aviation pendant 20 ans je crois, l'aviation américaine, et qui a participé à ces programmes où on va chercher les ovnis qui s'écrasent sur Terre, le mec confirme littéralement que dans son expérience dans le programme, et bien donc en race extraterrestre, alors bel esprit, EBE, entité biologique extraterrestre, dont je parle dans un bel esprit chaud, les gris, les grands blancs, les nordiques, les mantis et les reptiliens. Oh oui. Et par contre, il confirme que chaque fois qu'il voulait en parler des reptos, on lui disait non, n'en parle pas. Quand est-ce qu'on verra David Icke sur Joe Rogan? Ça n'arrivera malheureusement jamais, je pense, mais ça serait des vues de ouf. Enfin bref. Oh oui. On en revient à The Miz et Andrade. Alors, oulala, il m'a fait rêver. Alors là, Miz, alors bon, comme je vous disais, sous Underground, il y a les oubliettes. Et Giovanni Vinci, c'est le High Sorcerer, le sorcier, le haut sorcier, le haut prêtre sorcier des oubliettes. Lui et Bailey, je pense que s'ils font des rituels ensemble, et ben putain, bon, même s'ils le font, je pense pas qu'ils auraient un push à la WWE ou un titre. Mais en attendant, ça envoie du pâté. Et ben ça pour dire, alors en voyant du pâté, alors là, Miz, monsieur Miz, vétéran, respect total. Enfin un mec, un catcheur qui évite le moonsault d'Andrade en roll-in, c'est-à-dire en roulant vers le coin. Ouh. Est-ce que c'est parce que Miz est un vétéran que Andrade a accepté qu'il fasse ça, ou est-ce que c'est Miz, en tant que vétéran, qui est normalement donc plus intelligent et a plus d'expérience que les jeunes, se disent mais mec, ça n'a aucun sens que je fasse comme tout le monde et que j'évite vers l'extérieur du coin et que après tu me places ton deuxième moonsault. Fais ton moonsault, atterris sur les pieds, moi je roll in et après t'enchaînes avec le finish. Voilà. Bel esprit. Merci Miz, s'il vous plaît, et merci à vous d'avoir montré que vous regardez les télé-reviews, non je rigole, d'avoir montré que avec de la logique ça donne une saveur différente au spot et à un match. Victor d'Andrade. In-ring promo de Tiffany Stratton, et alors là j'ai commencé à m'inquiéter pour Tiffany parce que à part répéter que c'est Tiffy time, bon déjà elle dit pas grand chose et j'ai peur que niveau promo ça tourne vite en rond. Si c'est ça, c'est promo de dire Now it's Tiffy time, je suis championne. Ouais, sœur, d'accord, mais t'as que ça. Un peu d'inquiétude pour elle. Mais pas pour. Alors apparemment, on m'a dit dans les commentaires qu'entre elle et Ludwig Kaiser, il y a du vent dans. Je sais plus comment on dit, du vent dans l'aile. Bon, enfin bref. Bon, ça ne me regarde pas spécialement. Mais j'allais dire, ça, malheureusement, ça arrive souvent. Vous savez, quand dans le catch, la meuf ou le mec rencontre trop de succès, et que vous êtes avec un low card, voire un mid carder,
C'est pas une règle générale, je dis pas que c'est impossible d'avoir une relation dans le catch, mais dans un business où le succès attire les convoitises, espérons que ce ne soit que des rumeurs. Candice LeRae arrive et Tiffany se fait attaquer par Nia Jax. J'ai pas trop compris l'intérêt de ce segment. Pas du tout. Parce que autant tous les mecs ont annoncé qu'ils allaient gagner le Rumble, autant les meufs, déjà on sait quasiment pas qui il va y avoir dans le Rumble féminin. Et deuxièmement, aucune meuf n'a vraiment annoncé, comme les gars, je vais gagner le Rumble. Donc peut-être, est-ce qu'un gars va gagner le Rumble masculin, féminin je veux dire, qui sait, peut-être. Peut-être. Et enfin on arrive au main event entre Fatou et Tonga contre le chevalier et le prêtre. Oh oui, oh oui. Un combat qui commence red hot start, c'est-à-dire que ça commence direct en baston. Oh oui, oui. C'est pas le premier match à faire ça dans ce SmackDown. Fatou et Tonga sont vraiment une bonne équipe. J'aime beaucoup leur style parce que leur style se complète bien. Il y a le poids léger, il y a le gros bourrin et ils ont vraiment une bonne dynamique. Ils ont des bonnes gueules, ils ont des bons looks de heel. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Je me pose juste la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire quand Tanga Loa reviendra de sa blessure au biceps. Est-ce qu'ils vont le mettre avec eux en mode henchman, mais il n'y en a pas besoin vu qu'il y a Jacob Fatou, ou alors est-ce que Tama Tonga va se séparer de Jacob Fatou, qui n'a pas vraiment besoin on va dire pour l'instant, et ils vont refaire les Guerrillas of Destiny, Tanga Loa et Tama Tonga, les fils d'Aku, qui sait, peut-être. On a eu un gros match, un gros main event et victoire des Babyface, mais Fatou a le dernier mot et je sens que s'il est dans le Rumble, je n'en suis même pas sûr, je sens que Fatou va vraiment bien mousser dans le Royal Rumble. Et avec cela se termine ce petit SmackDown de veille du Royal Rumble. Oh oui, oh oui, donc je vous redis mes amis, ce soir, minuit, direct YouTube de 3 ou 4 heures, il va falloir que je charge tout. Oh oui, que je prévois le Monster, ça va le faire. Ah ou bel esprit. Et on va se manger le Rumble ensemble. Oh oui, oh oui. Alors bon, je le regarderai avec des écouteurs, donc il n'y aura pas le son. Donc c'est à vous de voir. Soit vous regardez en même temps que moi, soit après vous regardez la diffusion, c'est pas un problème, mais on va vivre ça en direct, en vitesse x1. C'est pas grave, je vais me lâcher. Bon, je pense qu'on est parti donc pour 3 bonnes heures, 3 heures et demie de live. Même si c'est relou, enfin c'est relou, oui c'est relou et chelou parce que il n'y a que 4 matchs. Il n'y a que 4 matchs au Das Rumble, c'est What's Going On. Alors est-ce qu'il va faire que 2h30 ou 3 heures? C'est bizarre. Parce que regardez, donc voilà. Voilà la carte. Mais d'ailleurs, on va faire les pronostics. Oh oui, oui, pronostics du Rumble. Donc on a le Women's Royal Rumble. Donc ça, il faut compter direct 1 heure. Ou une bonne heure, 1 heure et quart. Qui on a qui revient? Il y a Charlotte, Nia Jax, Bayley. Je pense que ça va se jouer. Alors on va faire les 4 finales. Les 4 finaux seront Nia Jax, j'imagine, même s'ils vont essayer de la sortir tous ensemble. Charlotte, Io Sky et Bayley. Ouais. Je ne vois pas faire gagner Nia Jax. Parce qu'on a qui en champion? On a Rhea Ripley, on a Rhea Ralenti et Rhea Ralenti et Tiffany Stratton. Et puis après il y a Elimination Chamber. Bon, allez, je vais y aller avec le gut feeling et je vois Charlotte qui gagne. Parce que vous la faites pas revenir comme ça pour si elle gagne pas le Rumble. Voilà. Je pense Charlotte va gagner. Io Sky, elle a pas été assez construite. On l'adore tous, Io Sky, elle est excellente, mais non, je la vois pas à faire. Je pense que Charlotte va gagner le Royal Rumble. Le Men's Royal Rumble. Alors, les 4 finaux seront CM Punk, John Cena, Drew McIntyre et Seth Rollins. Ça sera les 4 derniers. Et je vous vois très sincèrement CM Punk gagner enfin le Rumble et main eventer WrestleMania. Vu que le Rock apparemment sera pas à Mania, ou en tout cas il sera pas vraiment de façon très active, la grosse storyline, ça va être CM Punk qui headline enfin WrestleMania. Oh oui, oui. Ouais, et qui va défier Cody Rhodes. Je vois bien CM Punk défier Cody Rhodes à WrestleMania. Parce que l'autre champion, ça serait Gunther. Ouais, ou alors CM Punk contre Gunther. Et il bat enfin Gunther et il enlève le titre de Gunther. Ouais, why not? Bon, enfin, bon, dans tous les cas, je suis quasiment sûr, c'est CM Punk qui gagne. Je vois pas Cena gagner. Parce que ça voudra dire que Cena va devoir faire un main event à WrestleMania. Et je pense pas qu'il ait la condition physique ou qu'il ait tout simplement l'envie ou le courage de faire ça. Je pense pas. Et connaissant Cena, je pense pas qu'il veuille prendre le spot de main event d'un catcheur qui est sur la route toute l'année. C'est pas le genre de Cena. Mes amis, CM Punk. Oh oui, oui. Ensuite, WWE Tag Team Championship match dont je me bats totalement les steaks. C'est sera peut-être le seul match que je vais pas regarder du Rumble. Ouais, ou alors je dormirai, peut-être, je sais pas. Je m'en bats les steaks de ce match.
franchement, je m'en bats littéralement les steaks. Il n'y a aucun des catcheurs qui, d'un point de vue charisme, qui me donne envie de voir le match. Ah oui, les actions vont être bien, je pense. DIY qui gagne en trichant. Ouais. Ou alors Motor City Machine Gun qui récupère. Franchement, je sais pas. Allez, vraiment, parce que je préfère voir Motor City Machine Gun gagner, je mets Motor City Machine Gun vainqueur. Et ensuite, WWE Championship Ladder Match, mes amis, c'est très simple. Ça sera bien évidemment Cody Rhodes, je ne vois pas Kevin Owens gagner le titre et headliner WrestleMania, même s'ils ont essayé de nous le faire croire dans un segment lors de ce SmackDown, mes amis. Oh oui. Allez hop, victoire MCMG et victoire Cody Rhodes. Et c'est très bizarre qu'il n'y ait que 4 matchs. Hein. Moi, j'en aurais mis un 5e. Un titre américain ou alors un titre intercontinental. C'est vraiment space d'avoir. Alors, oui, maintenant ils ont parlé de faire Royal Rumble sur 2 nuits l'année prochaine, ce qui serait pas mal. D'ailleurs, je crois que SummerSlam va être sur 2 nuits. On verra, mes amis. Bon, je ne ferai peut-être pas de live, hein, quand même pas. Peut-être pour WrestleMania, il faut que je vois c'est quand la date et si j'ai pas de show ce week-end-là. Mais voilà, mes amis, c'était les pronostics du Royal Rumble. Et mes amis, nous allons terminer avec la question de la semaine. Oh oui. Pas de la semaine, mais de la question de la vidéo. D'ailleurs, en fait, je vous l'ai pas dit. Alors, je sais pas quand. Peut-être la semaine prochaine, on va voir. Je vais reprendre AEW. Ça y est, c'est bon. L'envie est là. Et il y a eu beaucoup de demandes. Je vais reprendre AEW et je pense peut-être. Alors, c'est pas sûr, je vous reconfirmerai. Parce que dans 2 semaines, sûr et certain, je peux pas le faire. Mais peut-être cette semaine, je fais une review AEW. Nous verrons, mes amis. Nous verrons. Mais ouais, ça y est, l'envie est là à nouveau de revoir un peu où on est le produit AEW. De voir des nouvelles têtes aussi. Oh oui. Mais avant ça, mes amis, nous avons Davigno qui me dit: Salut Tom, pour commencer, meilleurs vœux à toi et tes proches. Merci à toi. Merci pour la review du passage de Raw sur Netflix le 6 janvier 2025. La semaine passée, tu avais parlé de Corey Graves disant que Johnny Gargano était un gars qui se faisait ami des promoteurs pour avoir de la lumière. Tu as donc dit par la suite que tu détestais ça de dingue. Peux-tu développer à travers ça, si tu en as connu, si tu en as vu à la WWE et pourquoi tu détestes autant cela? Serait-ce la chose d'ailleurs que tu détestes le plus dans le catch? Bon, pardonne-moi sur les tonnes de questions sur le même thème, mais ça me tâte de savoir. Bonne soirée et bonne semaine de catch et que Jésus te bénisse, amigo. C'est très gentil à toi, Davigno. Alors, et qu'il te bénisse aussi, bien sûr. Donc, pour en revenir à ta question, donc les catcheurs qui sucent la teub des promoteurs pour avoir des bookings et pour avoir des pushs. Si j'en ai vu à la WWE, alors oui. Sans dire de nom, certains catcheurs sucer la teub des coachs en fait. Moi j'ai vu littéralement, j'ai pas vu littéralement les mecs qui taillaient des pipes à Bill DeMott, mais tu voyais qu'il y en a qui faisaient très copain avec le coach, copain, etc. Alors moi je peux pas dire que j'ai jamais fait. Mais j'essayais de le faire de façon sincère. Je déteste l'hypocrisie. Par exemple, tu vois, moi ça m'est arrivé de faire des peintures pour les coachs. Ça oui, j'en ai fait plusieurs fois, mais c'est même pas du léchage de boules, c'est juste j'avais envie. Certains coachs me disaient: Frenchy, tu peux me faire une peinture? Je suis ok, d'accord, je t'en fais une, tu vois. C'est comme ça, c'est sincère. Par exemple, Norman Smiley, je lui avais fait un portrait de lui, un portrait en full body, il était vraiment stylé ce tableau. Norman Smiley, j'en avais fait un. Bloom, j'en ai fait un à Dusty Rhodes. Oui, j'en ai fait un à Dusty. Dusty, je lui avais fait une silhouette de cow-boy avec un coucher de soleil. D'ailleurs, je crois que c'est Goldust qui l'a récupéré, il me semble. Quand Dusty nous a quitté ce plan d'existence. Donc voilà, moi j'appelle pas ça faire de la lèche. Hein, je veux dire, non, parce qu'il y en a littéralement, genre ils voyaient les coachs en dehors du boulot. Et ça, je sais pas si c'est très professionnel, primo. Et au boulot, ouais, tu les voyais. Je vais pas dire de nom, mais j'en ai vu. Et pourquoi je déteste autant cela? C'est pas que je déteste, mais pour moi, le catch, tout comme n'importe quelle chose que l'on fait avec passion, c'est le mérite qui doit. Oui, j'en rigole en disant ça, en parlant de WWE, mais c'est le mérite qui doit être la raison de votre succès, rien d'autre. Pas parce que vous entendez bien avec le patron, ou parce que vous entendez bien avec le coach, ou parce que vous sucez bien des tubs. Non, c'est de la MERDE. Et donc c'est pas que je déteste, mais pour moi, je veux dire, j'ai toujours placé du point de vue. T'es booké parce que t'es bon. Et tu gagnes tes matchs en catch parce que tu connectes avec la foule et que la foule veut te voir gagner et que tu ramènes du business, c'est tout. C'est comme ça, moi. Alors, désolé hein, si ça en surprend certains, mais la méritocratie, voilà, la méritocratie, je suis pour ça.
Et donc, avoir du favoritisme ou du népotisme, not a big fan. Je suis pas un grand fan. Et c'est à Impact aussi. Alors à Impact c'est différent. Parce qu'à Impact, il n'y avait pas le Performance Center, c'était pas tous les jours. Mais une fois, j'en parlerai je pense dans une Taylor Stories. Mais une fois, on a été victime de politicking avec Marcus, le baron Dax, où on était censé commencer une feud avec les Hardy Boys, une feud sur le long terme. Et du jour au lendemain, le jour même où ça devait commencer, le booking de la fin du segment a été changé et ils ont filé la feud à un autre groupe qui venait d'arriver. Pourquoi? Parce qu'une des personnes dans le groupe, qui était un vétéran de la TNA, avait eu un meeting avec Matt Hardy, les dirigeants et le scripteur principal d'Impact, et elle leur avait fait comprendre, non écoutez, il y a plus de business et d'avenir à nous faire feuder nous et notre nouveau groupe, le Death Crew Council, DCC, où il y avait, je m'en fous, je vais dire les noms, James Storm, d'ailleurs c'est lui qui avait politiqué, Bram, Thomas Lettimer, et comment il s'appelle, le gros out of shape là, qui s'était blessé au genou à AEW. Ouais, j'en ai parlé dans des reviews, on m'a posé des questions. J'ai oublié. Comment il s'appelait? Eddie, pas Eddie Williams, pas Eddie Edwards. Kingston, Eddie Kingston, voilà. Eddie Kingston, James Storm et Bram, ils avaient commencé un clan à Impact qui s'appelait le DCC. Et ce clan nous avait pris la feud avec les Hardy Boys et avec Marcus, on avait bien le seum. On avait bien le nerf, mais c'est comme ça, c'est le politicking, c'est le jeu politique dans les vestiaires. D'autant plus que après on nous a remis à feuder avec Shera, qui était avec Al Snow à l'époque. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, je veux dire, c'était dans un sens notre faute, on aurait dû avoir autant de poids dans le game politicking qu'un James Storm. Mais bon, c'est comme ça. Puis James Storm, je pense pas qu'il nous aimait, parce que un bon Texan qu'il était, je crois qu'il est Texan, deux petits Français qui viennent prendre le boulot d'Américains, non, enfin bon, remarque, Bram n'était pas américain, hein, et Eddie Kingston, est-ce qu'il est américain ou il est pas latino, je sais pas. Bref, dans tous les cas, voilà, c'était comme ça, c'est le jeu des politiques, oh oui, oh oui. Est-ce que c'est la chose que je déteste le plus dans le catch? Non, quand même pas, parce que ce que je déteste le plus dans le catch, c'est le non-professionnalisme et surtout des catcheurs qui sont dangereux. Ça, je déteste plus que tout. Vous n'avez rien à foutre sur un ring, alors si déjà vous n'avez pas de physique, si vous n'avez pas de gueule, si vous n'avez pas de passion, si vous prenez pas le catch au sérieux, ou alors si vous faites des breaks tous les 6 mois, ça c'est de la merde aussi. Mais surtout, si vous êtes dangereux. Si vous êtes dangereux et que vous pouvez blesser votre adversaire, c'est une prise basique. Oh non, mes amis, c'est un carton jaune pour moi, Tom Larifa. Oh oui, bel esprit. Donc, mes amis, 13h, 11h. 1h11. Bon, je vais faire sûrement un peu de sport cet après-midi. Puis après, je vais aller faire une grosse sieste pour être en forme ce soir. Minuit, mes amis. Oh oui, direct en live sur YouTube pour la review. Enfin, regardez le Rumble ensemble. Si j'aurai sûrement, je verrai vos questions. On fera tout comme ça. Oh oui, mes amis. Allez, je vous souhaite le bel esprit. Prenez soin de vous. On se voit ce soir, minuit, pour le Royal Rumble 2025. Oh oui. Ah,